cela, je voulais vous faire une vidéo spéciale. Je souhaitais déjà vous remercier énormément pour tous les abonnements, pour les vues que vous avez pu apporter à mes vidéos, mais aussi pour tous les gentils commentaires que j'ai reçus depuis que j'ai ouvert cette chaîne. Pour ceux qui ne le savent pas, j'écoutais de l'ASMR depuis très longtemps. Depuis, je pense, à peu près 2014-2015, donc ça remonte. C'était le début de l'ASMR. Et au fur et à mesure du temps, je me suis dit que ça me ferait bien plaisir d'ouvrir ma propre chaîne d'ASMR. Du coup, j'ai ouvert cet espace Sleepless Night ASMR et j'essaye de vous proposer du contenu assez varié pour pouvoir vous détendre, vous relaxer, tout ça. Cette vidéo est encore plus spéciale puisque nous avons dépassé les 2000 abonnés sur la chaîne, ce qui est déjà un très bon début, mais aussi parce que vous l'entendez sûrement, je parle un petit peu du nez. J'ai eu le malheur de réattraper le Covid, le Covid. Enfin bref, je suis de nouveau tombée positive au Covid. Ça faisait plusieurs jours que je ne me sentais pas très bien. J'ai eu du mal à finir la semaine dernière à l'école. J'avais beaucoup de courbatures, mais peut-être que vous le savez, je fais pas mal de sport. Donc j'avais mis ça sur le compte du sport. Et du coup, je me suis retrouvée avec énormément de courbatures, vraiment qui me faisaient très mal. J'ai commencé à avoir de la toux. Et surtout, ce qui m'a alertée, c'est que j'ai commencé à avoir des sueurs nocturnes. Je me réveillais totalement en nage. J'avais tellement chaud, donc je pense que je faisais de la fièvre. Et bêtement, je me suis dit le dimanche soir, donc c'était dimanche dernier, dans le dimanche matin, j'ai fait un autotest Covid pour m'assurer que je n'avais pas le Covid avant de commencer cette prochaine semaine. Et à ma grande surprise, mon test était positif. Donc je suis repartie pour un tour puisque j'ai déjà eu le Covid l'année dernière. Et là c'était reparti. Donc je l'ai beaucoup mieux vécu. Les symptômes se sont assez atténués au bout de 3-4 jours. Par contre je garde une grosse fatigue et du coup ce nez bouché. J'ai un rhume assez fort et je tousse assez gras. C'est pas très sympa à dire, mais c'est vrai. Du coup je continue d'être un petit peu malade. Et du coup j'ai été isolée, surtout isolée toute la semaine, donc je n'ai pas pu aller travailler, je n'ai pas pu aller à l'école. Il y a une remplaçante qui a pris le relais pour cette semaine. Et surtout je ne suis pas la seule puisque l'enseignante que je complète, qui a du coup la même classe que moi, s'est retrouvée elle aussi positive au Covid, à la Covid, peu importe. Et plus encore, l'ATSEM, qui est vraiment localisée sur cette classe. L'ATSEM qui est une personne qui nous aide pour l'encadrement de la classe en maternelle, a elle aussi, la pauvre, eu le Covid. Nous l'avons eu toutes les trois au même moment. Donc c'est bien que sûrement certains petits élèves étaient porteurs du virus, n'ont pas été testés par leurs parents et du coup sont venus en classe. Je ne sais pas si d'autres élèves du coup l'ont attrapé, mais déjà pour que les deux enseignantes et l'ATSEM l'attrapent, je trouve que c'est un beau strike.
quand on a eu une remplaçante. Voilà. Et je reprends du coup dès lundi prochain le travail. Là, le moment où je tourne, nous sommes jeudi. Je me sens beaucoup mieux. Mais comme je suis potentiellement encore contagieuse, je suis forcément isolée et je n'ai pas pu reprendre ma classe. Mes classes, puisque j'en ai 2. Donc voilà, j'espère que de votre côté tout va bien, que vous êtes en pleine forme même s'il fait extrêmement froid ces derniers temps. J'avoue que pour ça, je suis plutôt contente d'être isolée dans mon appart parce qu'à l'extérieur il fait un froid de canard. On s'est retrouvé avec de la neige qui tombait. Je vous rappelle que je vis dans une grande ville où c'est dans le sud de la France où c'est extrêmement rare qu'il neige. Mais justement lundi, quand j'ai dû aller en laboratoire pour faire un test PCR pour confirmer mon infection au Covid, j'ai dû faire je sais pas combien de pharmacies, je crois 3 ou 4, et on m'a toujours refusé, ils ne faisaient pas les tests antigéniques ni les tests PCR. Du coup je suis partie dans un hôpital, dans l'espace laboratoire pour faire la PCR, mais c'est à l'autre bout de la ville. J'ai fait tout le chemin, pharmacie après pharmacie, à pied, alors que j'étais au bout du rouleau, rempli de courbatures et de frissons, et en plus de ça j'étais sous la neige. J'étais sous la neige avec ma capuche en train de chercher un foutu test PCR. Mais j'ai fini par en trouver un et forcément je m'attendais bien à ce qu'il soit lui aussi positif. On est bien obligé de valider notre test positif par un test PCR ou antigénique pour le déclarer auprès de l'assurance maladie. Voilà, toutes mes petites histoires. Mais donc du coup oui, il fait très froid et pour augmenter le taux de malchance, j'étais enfermée chez moi. Je pensais que j'allais rester au chaud, sauf que dans notre résidence le chauffage ne marchait plus. Et dans l'appartement il faisait 17 degrés. Un plaisir, et ça ne se chauffait pas de la journée. Donc 17, certains diront que ça va, mais je vous assure que quand vous avez le froid sur vous et que vous êtes bien malade, 17 c'est très frais. Et encore une fois, du coup, comme la chaleur ne montait pas dans la résidence, nous n'avions presque pas d'eau chaude. Un plaisir ça aussi. J'ai dû prendre ma douche avec de l'eau froide, tiède. Alors en été, ça ne me présente aucun souci, ça ne me pose aucun problème. Mais par contre, en hiver, quand il fait -2 dehors, ça commence à piquer un petit peu. Mais enfin, j'ai terminé de me plaindre. Je sais très bien que des personnes sont dans des situations beaucoup plus complexes que la mienne. Et au final, j'ai plutôt bien supporté cette fois-là.
essayer de passer à l'école une fois que tous mes collègues et tous les élèves seront partis pour être sûr de ne pas les contaminer et pour être un petit peu tranquille aussi, on va pas se mentir. J'essaierai d'aller à l'école pour faire toutes les photocopies dont j'ai besoin, préparer mon matériel et reprendre petit à petit ma routine de boulot. En ce moment, avec les petits d'ailleurs, on est en train de travailler, qu'est-ce qu'on fait la reconnaissance des lettres script par rapport aux lettres capitales qu'ils ont l'habitude de voir un petit peu partout. Je vous rappelle que le niveau de mes élèves, c'est des petites sections et des moyennes sections. Donc il est temps pour les moyens de bien reconnaître les lettres en script, de reconnaître leur prénom écrit en script. Les lettres script, vous savez, ce sont les lettres que l'on voit partout dans les textes imprimés, sur les magazines, dans les journaux, un petit peu partout en fait. C'est l'écriture que l'on voit, que l'on écrit avec l'ordinateur. Ce n'est pas une écriture à écrire à la main. Pour ça, ils apprendront plus tard la cursive, donc les lettres attachées. Mais pour le moment, ils apprennent à reconnaître les lettres script et ils ont déjà beaucoup de difficultés, les pauvres, à voir la différence entre le P et le Q, le B de baleine et le D de dauphin. B et D, parce que vous savez, c'est juste une barre avec ou un petit rond devant ou un petit rond derrière. Pareil pour le P, ça va être une barre avec le petit rond, tandis que le Q, il va y avoir le petit rond de l'autre côté. Ça, ils ont un petit peu des difficultés. Ils ont quelques difficultés aussi entre le M et le N, à savoir s'il y a un pont ou deux ponts pour savoir la lettre M ou N. Et je crois que c'est à peu près tout. Ils se débrouillent plutôt bien. Après, il y a beaucoup de lettres en script qui ressemblent aux lettres capitales. Si je prends le U, le V, le W, le X, le Z, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le C par exemple. Le E, ils arrivent à bien le reconnaître parce que le E, c'est le seul à faire une petite... ça ressemble un petit peu à un œuf à l'envers en fait. Donc je pense que c'est un peu plus simple pour eux pour le reconnaître. Mais il y a des lettres comme ça qui sont beaucoup plus simples que d'autres à apprendre. Donc on est en train de travailler là-dessus. En mathématiques, nous avons fini en géométrie les formes planes et nous allons maintenant attaquer les solides. Reconnaître le cube, la pyramide, le cylindre, le cône. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a aussi la boule. Et après, ça c'est un solide qu'on leur apprend pas forcément en maternelle, mais pour ceux qui sont le plus avancés, je vais leur apprendre quand même, c'est le pavé droit. Vous savez, un petit peu comme un rectangle mais en 3D quoi, le pavé droit. Et en parallèle de ça, on a commencé avec certains moyens, les additions. Oui, les additions, avec bien sûr des faibles nombres, des nombres inférieurs à 10. Mais rien que de connaître les signes plus et égal et de commencer à comprendre comment on peut ajouter une quantité à une autre, c'est déjà un grand boulot pour eux, mais ils se débrouillent plutôt bien. Ils ont quand même quelques difficultés à écrire les nombres, mais ça, on s'entraînera, il n'y a pas de souci. Ils ont tendance, mais généralement les maternelles ont tous tendance à faire ça, ils ont tendance à
neige, on a fait des petits points. Et en dessous, ils ont dessiné leur village d'hiver avec des bonhommes de neige, des petites maisons avec la cheminée allumée. On a fait des sapins. Je leur ai appris à faire des sapins. Vous savez, on fait juste une barre et puis des petits traits obliques sur les deux côtés. C'est beaucoup plus simple parce que si je dois leur apprendre à faire les sapins comme les adultes, en tout cas comme les plus grands, c'est plus difficile pour eux. Donc on a fait ça. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai terminé de travailler avec eux le tri des déchets en sciences. Et il faudrait que j'attaque bientôt les plantations et les fruits et légumes. Mais pour ça j'attends plutôt le printemps, ce qui sera le plus logique pour le faire. Mais éventuellement on va peut-être faire les différents états de l'eau, à savoir l'eau liquide, la glace et la vapeur d'eau. Avec des maternelles, on commence à les initier un petit peu à ces différents états de l'eau et les différents états de l'eau qu'ils peuvent trouver dans la nature. Donc par exemple dans les rivières, l'eau liquide, les icebergs et les banquises en glace, les nuages en vapeur d'eau, tout ça. Et pour étudier les différents états de l'eau, j'utilise un album. C'est comment ça s'appelle? Isengrin, la queue d'Isengrin ou la pêche à la queue, je crois, la pêche à la queue. Vous devez sûrement connaître ça, c'est un loup et un renard. Le loup souhaite pêcher et c'est le renard qui a l'idée de lui dire de mettre sa queue comme une canne à pêche dans un trou d'eau glacée qui va forcément se glacer pendant la nuit. Le renard dit au loup de rester là un petit moment, le temps que les poissons mordent à sa queue. Et le problème pour ce loup, c'est que la glace va se reformer, la queue va rester coincée dans la glace. Et je ne sais plus s'ils disent la fin de l'histoire. En tout cas, c'est un moyen pour moi, pour interroger les élèves sur les différentes transformations des états de l'eau et la manière dont il est possible de libérer la queue du pauvre petit loup Isengrin. Donc voilà. Sinon, en sport, en ce moment, je leur fais travailler le saut. On apprend à sauter haut, à sauter loin, à sauter précis. Qu'est-ce que je leur apprends? Et à sauter aussi à des fréquences, sauter directement, comment vous dire, dans des cerceaux ou bien au-dessus de haies. J'en mets plusieurs à la suite et ils doivent vraiment apprendre à sauter ou à pieds joints ou à cloche-pied ou un pied après l'autre. Enfin bref, plein de manières de sauter. Je les fais sauter loin. En fait, je fais différents ateliers. Donc ils sont par groupe. Le groupe bleu, le groupe rouge, le groupe jaune, le groupe vert et le groupe orange. Parce qu'ils sont très nombreux. Donc 5 groupes, c'est déjà bien parce que j'ai 30 élèves. Donc quand ils sont à 28-30, déjà 6 élèves par groupe, c'est un peu beaucoup. L'idéal serait 4 à 5 élèves par groupe, mais c'est pas possible autrement. Les classes sont à bien trop grand d'effectifs. Donc on fait comme ça. Et du coup il y a divers ateliers. J'ai fait un atelier de saut justement avec les haies ou les cerceaux. J'ai fait un atelier avec une grande structure en bois où ils doivent grimper par l'échelle et puis sauter en contrebas. Donc pour ça je les aide au début. Mais là ils ont vraiment tous pris la confiance. Donc à part un ou deux qui ont encore quelques petites difficultés, ils sautent tous bien comme il faut. Pour sauter haut, j'avais tendu une grande corde que j'avais mis en biais et j'avais mis des foulards qui pendaient à la corde. Donc il y en a un qui est forcément plus bas et l'autre forcément beaucoup plus haut. Et donc les élèves doivent sauter haut et essayer de toucher les foulards. Donc ça c'était pour le sauter haut. Et pour le sauter loin, j'ai mis un grand tapis par terre où dessus il y a symbolisé une zone 1, zone 2 et zone 3. Et donc l'élève
élève arrive en courant et puis à partir d'une certaine limite, il saute sur le tapis en essayant d'atteindre la zone la plus loin. Donc voilà, mais je suis toujours à la recherche d'autres ateliers pour pouvoir les faire tourner parce que d'une semaine à l'autre, ils commencent à vite se lasser. Déjà quand je propose les mêmes ateliers sur 2-3 séances à la suite, ils se lassent et me font quelques petites remarques. Donc il faut que je cherche, que je réfléchisse. Mais je fais aussi avec des jeux collectifs où justement on fait par exemple une course de relais avec plein d'obstacles à sauter. Et donc cette situation on l'avait fait au tout début, on va la refaire en milieu d'entraînement et puis on le refera à la fin pour évaluer les progrès des élèves. Voilà. Je vois que la vidéo dure déjà depuis un bon moment, donc il est temps pour moi de vous laisser. J'espère que cette petite vidéo blabla vous aura